L'actualité à la une ce soir. Comment se soigner quand on est déplacé interne à Kaya? Les structures sanitaires des localités d'accueil qui se trouvent parfois débordées par la charge du travail peinent à disposer des intrants nécessaires. Dans ces conditions, comment se débrouillent les agents de santé pour combler le gap? Une de nos équipes est allée faire le constat sur place. Reportage à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la suite de notre feuilleton Une semaine à Orodara, le verger du Burkina qui tend à remplacer ces dernières années le verger des plantations d'anacarde eu égard à la prospérité de la filière anacarde. Pourquoi une telle situation que gagnent les producteurs d'anacarde au point de la préférer au manguier? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, l'ancien président tchadien Hissène Habré est mort ce mardi au Sénégal où il était en détention. Il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crime contre l'humanité. Finalement, Habré a été remis aux mains du Seigneur, a déclaré ce 24 août Malik Sall, ministre sénégalais de la Justice. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, le président du Faso a reçu ce mardi en audience l'ambassadeur de la République de Tunisie en fin de mission, Mohamed Laoune. Le diplomate tunisien qui a passé plus de 4 ans au Burkina Faso a remercié le président du Faso pour l'excellence des relations entre les deux pays. Et juste après ce diplomate, c'est au tour des membres du Haut Conseil du dialogue social d'aller présenter le rapport général d'activité depuis la création et l'installation des membres en mai 2018. Le point complet des audiences avec Salif Belem et Draman Guéné. Fin de mission pour le tout premier ambassadeur tunisien avec résidence au Burkina. Mohamed Kaloun dit ici adieu au président du Faso après 4 ans de renforcement de la coopération entre les deux pays. On a réalisé beaucoup de choses sur le plan bilatéral, soit sur le plan économique, commercial, soit sur le plan d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle aussi. J'ai appelé que la commission mixte entre les deux pays, c'est-à-dire la prochaine session, doit tenir le plus tôt possible ici au Burkina Faso, parce que la dernière session a été tenue à Tunis en septembre 2016. Le Haut Conseil du dialogue social, avec à sa tête son président, remet le rapport de ses 3 ans d'exercice au président du Faso. Une institution qui a à son actif plusieurs crises désamorcées avec l'appui des partenaires sociaux. C'est essentiellement les crises dans le secteur du bâtiment et les crises dans le secteur du transport. C'est là où nous sommes intervenus et nous avons pu, disons, apaiser les tensions et même amener, si je prends le cas des transporteurs, les accompagner pour la création de leurs fêtières. Dans tous les secteurs d'activité, nous sommes intervenus, que ce soit dans la santé, nous avons fait des propositions, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans les transports, dans différents domaines d'activité, nous sommes intervenus pour essayer de calmer la situation. Jean-Marc Palme et son conseil ont aussi remis un annuel sur le processus de création du Haut Conseil pour le dialogue social, une institution voulue et créée par tous les acteurs, selon son président. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante et l'Alliance pour la majorité présidentielle échangent sur le code électoral au Burkina Faso. Il s'agit pour la CENI de recueillir les préoccupations de l'Alliance et souhaiter que le code électoral, qui est un outil indispensable de travail, soit rapidement accessible pour mener à bien sa mission. Maïmouna Traoré. La nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante CENI face aux représentants des partis politiques de la majorité présidentielle APMP. Au-delà d'une simple visite de courtoisie, Élisée Ouedraogo et ses collaborateurs disent être venus s'entretenir avec l'APMP sur ses préoccupations et ses attentes. L'occasion aussi de demander des conseils et solliciter son soutien afin de mener à bien leur mission, celle d'organiser des élections crédibles et transparentes. Nous avons fait bien de venir parce que de nos échanges, nous avons pu noter beaucoup de leurs attentes. Ils attendent beaucoup de cohésion à notre sein parce qu'ils estiment que cette cohésion est déjà un gage qui rassure l'ensemble des différents acteurs sur notre capacité à pouvoir faire face aux différents processus. Et ils attendent aussi que nous puissions mettre beaucoup de professionnalisme dans ce que nous faisons.
il souhaite aussi évidemment que nous puissions mieux partager l'information électorale pour que les uns et les autres puissent être au courant et évidemment dans le respect d'une impartialité, d'une neutralité vis-à-vis des acteurs. La démarche de la CENI est vue par l'APMP comme une marque de considération. L'APMP a donc rassuré la délégation de la CENI de son engagement et de sa disponibilité à l'accompagner. Cet échange a été très intéressant, très fructueux, parce qu'il nous a permis de sentir la farouche volonté de la nouvelle équipe de prendre à bras le corps son travail et de produire des résultats. Nous avons aussi réagi en leur adressant nos mots d'encouragement et en leur renouvelant notre engagement déterminé à les accompagner. Après l'alliance des partis politiques de la majorité présidentielle, la CENI prévoit des rencontres avec d'autres mandants pour le même exercice. Et puis pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale au Burkina Faso, les jeunes musulmans de l'AUMB, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso, réaffirment leur engagement pour la 17e édition de leur séminaire national de formation islamique et de développement qui se tient en ce moment même à Dédougou. Ils réfléchissent à leur contribution pour un Burkina Faso de paix et réconcilié avec lui-même. Explication, Edouard Ouedraogo, Ida Dabiré et Dramanso sur place à Dédougou. De cœur avec les forces de défense et de sécurité, ces élèves et étudiants de l'AMB entonnent l'hymne national. Nous sommes à l'ouverture du séminaire national de formation islamique et de développement. Rassemblés dans la cité de Bankui, ces élèves et étudiants musulmans partagent leur expérience afin de participer à la construction d'un Burkina Faso de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Avant, le séminaire était appelé Sénafi, aujourd'hui Sénafid, pour ajouter un T, pour dire qu'il y a le développement. Durant ces 9 jours que nous allons passer ici à Dédougou, nous allons parcourir vraiment des thématiques en lien avec la réconciliation nationale, mais aussi des thématiques en lien au développement personnel. Nous savons que les mécanismes endogènes, nous les tirons de notre culture, mais également de nos différentes religions. Donc on ne pouvait pas vraiment manquer ce séminaire qui est l'occasion d'un rassemblement des jeunes musulmans de presque tout le Burkina. Les séminaristes de l'AMB se penchent également sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Des innovations saluées par le président du Sénafid 2021. C'est donc une occasion pour moi de rappeler à cette jeunesse que nous devons nous aussi nous interroger sur notre part de responsabilité. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution, comme solution, afin que nous puissions relever donc ensemble avec les institutionnels, je veux dire ici avec les forces de défense et de sécurité, et avec le gouvernement, avec le président du Faso, comment ensemble nous pouvons venir à bout de ce terrorisme. Au cours de la cérémonie d'ouverture de cette 17e édition du Sénafid, l'AMB a présenté l'état des travaux de son centre culturel toujours en construction. Et puis, comment se soigner à Kaya quand on est déplacé interne? Pas facile, surtout que les dotations des centres de santé sont souvent rationnées. Mais il faut tout de même permettre à ces personnes vulnérables d'avoir accès aux soins de santé dans les différents centres de santé publics de leur localité d'accueil. Au secteur 6 de Kaya, par exemple, le dispensaire reçoit un nombre élevé de patients, parmi lesquels de nombreux déplacés internes. Ces personnes déplacées internes représentent environ 80% des patients de cette formation sanitaire. Constat avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Bibata Sawadogo est une déplacée interne enceinte de 9 mois. Elle est venue en consultation ici au CSPR du secteur 6 de Kaya. Après examen, le cas de cette femme nécessite un traitement particulier selon la responsable de la maternité. J'ai des maux de ventre et je suis venue voir la sage-femme. J'ai été bien accueillie. Je suis un peu soulagée. C'est une dame qui est à terme. Sa grossesse antérieure, elle a eu à faire des césariennes. Donc c'est un cas que nous on ne peut pas gérer au niveau CSPS. Donc elle est venue, nous avons fait ces examens, on a trouvé que c'est un début de travail, d'accouchement. Voilà. Donc il a fallu qu'on fasse une référence pour qu'elle aille dans un milieu, au moins le CHR, au cas où elle devrait encore subir une césarienne. Comme elles sont nombreuses les personnes déplacées internes à fréquenter ces centres de santé. Toutes
apprécient les soins qui leur sont administrés. Il y a mon enfant qui s'est blessé au pied et je suis venue faire un pansement. J'ai mal au dos, aux côtes et à la tête. On m'a consulté et on m'a prescrit une ordonnance pour payer des médicaments. 80% des patients de ce CSPS sont des personnes déplacées internes. C'est la formation sanitaire la plus fréquentée par ces personnes vulnérables dans la région du Centre-Nord. À la maternité, le nombre d'accouchements est passé de 50 à plus de 250 par mois. En ces périodes surtout, on enregistre plus de 15 accouchements par jour. Une affluence qui oblige les personnels soignants à se surpasser quotidiennement. La charge du travail, c'est pas facile, mais avec l'aide des collègues, bon, on s'attend et on organise bien et ça marche. Si tu viens seulement, en tout cas, c'est pour travailler. Tu peux même pas voir dehors là. Tu es dedans si c'est pas la descente. Selon le premier responsable, le CSPS du secteur 6 de Kaya reçoit en moyenne 250 patients par jour dans les deux services, à savoir les dispensaires et la maternité. Des chiffres qui sont en déphasage avec les dotations sanitaires. Et pour combler ces déficits, le CSPS peut compter sur l'appui des ONG. Ce que nous en avons comme intrant pour la population, ça a été doublé. Donc, c'est d'autres partenaires comme le CICR qui nous viennent en appui pour que nous puissions en tout cas répondre aux besoins de ces populations. Outre l'insuffisance des intrants, ce centre de santé est confronté aux problèmes de personnel. Cette formation sanitaire compte au total 33 agents répartis entre la maternité et le dispensaire. Un chiffre très insuffisant selon le premier responsable au regard de la forte fréquentation des personnes déplacées internes. Inciter les journalistes dans leurs productions respectives à contribuer dans le processus de mobilisation des fonds en faveur de la planification familiale au Burkina Faso. Le ministère de la Santé et l'UNFPA associent les hommes de médias à une réflexion en cours. Il s'agit de leur permettre d'aider l'UNFPA dans sa mission de collecte et de mobilisation de fonds. Les journalistes étant considérés comme des relais sûrs pour qui le plaidoyer doit être essentiel auprès des différents partenaires. On fait le point avec Suleiman Sanou et Ebe Soulage Gigma. Ces hommes et femmes de médias s'informent sur la situation de la planification familiale, de son financement et les engagements du Burkina en la matière. Par cette rencontre d'information, le ministère de la Santé entend impliquer ses acteurs dans le processus de mobilisation des ressources domestiques en faveur de la planification familiale. Le financement de la planification familiale reste beaucoup tributaire des contributions de l'extérieur. Alors que pour une pérennité des actions, c'est bien que ce relais-là soit assuré par le niveau national, notamment les acteurs du privé et bien d'autres acteurs qui vont contribuer pour qu'on puisse avoir véritablement un soutien et être sûr que dans 10 ou 20 ans, on sera encore toujours dans cette gratuité sans grand dommage. C'est une rencontre financée par l'UNFPA dans le but d'accompagner le gouvernement dans ce processus. En décidant d'échanger avec les journalistes, c'est pour aider justement le gouvernement dans ce travail et surtout que vous soyez des relais sûrs pour nous en termes de plaidoyer auprès donc des différents leaders et surtout des acteurs aussi du privé. Il est attendu de ces acteurs des médias, des productions journalistiques pour accompagner la dynamique mise en marche pour une prise de décision adéquate en vue d'une mobilisation des ressources internes en faveur de la planification familiale. Une étude épidémiologique de la population générale réalisée en 2015 avait révélé que 41,6% de la population a déjà souffert d'au moins un trouble mental. Et avec la situation dégradante au niveau sécuritaire, de plus en plus d'attention est portée sur la santé mentale. Un nouveau plan stratégique santé mentale 2020-2024 au Burkina Faso est en gestation. Ce plan va remplacer celui de 2013-2018. Bernard Diasso. Les travaux de cet atelier d'amendement du plan stratégique santé mentale 2020-2024 réunissent plusieurs intervenants, à savoir les représentants des ministères en charge de l'éducation, l'action sociale, la sécurité, la défense,
ainsi que les partenaires, les ONG et les associations. Avant l'adoption de ce plan, les participants devront intégrer les nouveaux défis, notamment l'assistance en santé mentale et le soutien psychosocial des personnes affectées par la crise humanitaire que vit le pays. À cela s'ajoute l'assistance en santé mentale et le soutien psychosocial des migrants de retour. Il était important pour nous de pouvoir appuyer le ministère de la Santé à développer des stratégies pour répondre à ces attentes-là, à ces besoins en matière de santé mentale pour les personnes déplacées internes et pour les migrants de retour au Burkina. Au Burkina Faso, une étude épidémiologique en population générale réalisée en 2015 montre que 41,6% de la population âgée de 18 ans et plus a souffert d'au moins d'un trouble mental. Cela traduit l'importance de cette pathologie dans notre pays. Nous avons de plus en plus de partenaires qui s'intéressent à cette question de santé mentale. De toutes les façons, le contexte même oblige à porter une attention particulière. Quand on est déplacé, quand on a subi des agressions, qu'on a vu sa famille se faire massacrer, ou quand on a dû fuir vraiment dans des circonstances douloureuses, c'est sûr que sur le plan psychologique, on est affecté. Le plan stratégique santé mentale 2020-2024 sera donc adopté à l'issue de 5 jours de concertation et de réflexion. Ces travaux vont se tenir sous forme de revues documentaires, d'exposés suivis de débats et de travaux de groupe suivis de discussions en plénière. Pour notre feuilleton Une semaine à, nous sommes toujours à Orodara. Orodara, verger du Burkina qui tend à être l'Eldorado pour la filière anacarde. La production atteint les 9000 tonnes cette année. De nombreux vergers de mangue ont été reconvertis en champs d'anacarde. Pourquoi une telle situation? Que gagnent les producteurs d'anacarde au point de préférer au manguier? On en parle avec Salif Belen et Amadine Lalsaga. Des anacardiers à perte de vue. Nous sommes dans la plantation de Fatok Mabaro, située à moins de 10 km de la ville de Orodara. Ici, le producteur Baro exploite plus de 15 hectares d'anacardiers, autrefois réservés à la production de mangue. J'ai débuté avec des manguiers, après j'ai constaté que l'anacarde était plus rentable. Même avec peu de moyens, tu peux produire l'anacarde, mais malheureusement, je n'ai eu que 2 tonnes cette année. Si j'avais les moyens pour restaurer mon champ, j'allais avoir mieux que ça. Non loin de là, la réalité contraste chez Mustapha Baro. Dans son exploitation de près de 10 hectares, environ 4 tonnes d'anacarde sont récoltées, mais il reste insatisfait. Je suis en train de mettre de la fumure organique pour avoir mieux la saison prochaine. Car c'est avec ce travail que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. La production d'anacarde occupe de nombreuses personnes ici à Orodara. Pour la saison agricole 2020-2021, la superficie emblavée est estimée à plus de 18 600 hectares dans la commune, avec une production d'anacarde de plus de 9 300 tonnes. Les gens sont en train de créer de nouveaux vergers d'anacarde. Et cela est un peu dû au fait que dans la province, il y a un nouveau projet, je vais dire dans la région des Hauts-Bassins, un nouveau projet qu'on appelle PADA Red Plus, qui accompagne les producteurs dans la mise en place de nouveaux vergers d'anacarde. Donc ça aussi, ça peut être un facteur qui augmente. Et il y a le fait également que l'anacarde à un certain moment donné avait un bon prix sur le marché. Donc ça a incité les producteurs également à reconvertir certains vergers de mangue ou d'agrumes pour mettre en place des vergers d'anacarde. Orodara porte donc bien son nom de berceau d'anacarde. La commercialisation de la spéculation est source de revenus pour de nombreux commerçants qui, cependant, déploient la variation du prix du kilogramme de la noix de cajou bord-champ. Par exemple, si on te donne un prix de 350, tu t'en vas payer peut-être 2 jours après, on va dire 300. D'ici que tu vas vendre, on va dire 250. Tu vois que ça, c'est pas bon pour les commerçants. L'anacarde est le 3e produit agricole d'exportation après le coton et le sésame au Burkina. La filière contribue à la réduction de la pauvreté et se présente aujourd'hui comme un produit à fort potentiel économique.
Mais comment se fait la transformation de ce produit sur place? Des femmes s'adonnent à cette activité depuis plus de 30 ans, mais des unités modernes commencent aussi à voir le jour, comme à Dieri, localité située à une dizaine de kilomètres de Orodara. Présentation avec Salif Belem et Amadine Dalsaga. Biba Baro défie ici les flammes et la chaleur pour sa pitance quotidienne. Elle torréfie les noix de cajou. Une stratégie pour éliminer l'acide contenu dans la noix pour une manipulation à sa guise. Dame Baro porte les stigmates de brûlure. Mais pas question pour elle d'arrêter le travail. L'activité est vitale. C'est la seule activité que nous avons ici. On a seulement le choix entre décortiquer l'anacarde ou ne rien faire. Nos maris aussi n'ont pas les moyens pour nous prendre en charge. Avec cette activité, nous contribuons aux dépenses de la famille. Ici, le décortiquage se fait à la main. L'activité fait vivre de nombreuses femmes à Dieri depuis près de 30 ans. Elles portent toutes les marques du décortiquage, signe de la pénibilité du travail. Mais pour ces femmes, le plus dur reste l'écoulement de leurs produits. Beaucoup de femmes travaillent sur ce site de décortiquage. L'écoulement est le sérieux problème que nous avons. Souvent, on décortique et il n'y a pas d'acheteurs. Ceux qui viennent nous imposent aussi leur prix. Un prix dérisoire, donc difficile pour nous de faire un bénéfice. Nous travaillons à perte. L'activité demande de la patience et beaucoup de courage. Nous sommes très souvent victimes de brûlures. Moi, j'ai failli me brûler le visage. Mais une de nos collègues n'a pas eu cette chance. Elle s'est brûlé le visage et une partie de son corps. Il y a beaucoup de risques et il faut être très prudent. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis ici. Avant, on était sur l'ancien site. Nous souhaitons que les autorités nous trouvent au moins des hangars pour qu'on puisse se protéger du soleil et de la pluie. Nous sommes plus de 140 femmes qui travaillons ici. L'anacarde décortiquée est rachetée par des usines et des particuliers qui s'investissent dans la transformation de la noix de cajou, un amuse-gueule très prisé sur le marché. Et demain, un autre épisode de notre feuilleton, une semaine à Orodara, vous sera proposé. Autre actualité dans ce journal, ouverture de la 7e édition du séminaire international de formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet et des autres systèmes d'information en Afrique francophone. Ce séminaire se tient du 24 au 28 août 2021 en présentiel, mais aussi en virtuel au regard de la situation sanitaire liée au Covid-19. Une formation des formateurs de l'Afrique francophone qui regroupe aussi bien des décideurs intervenant dans la formulation des politiques en matière de développement de l'économie numérique que des techniciens du domaine. Sébastien Zongo. En présentiel à Ouagadougou ou en virtuel dans une vingtaine de pays d'Afrique et du monde, environ 300 personnes suivent cette cérémonie d'ouverture. La 7e édition de cette rencontre annuelle internationale mobilise des experts du secteur de l'Internet. Leur objectif, renforcer les compétences d'une centaine de formateurs sélectionnés parmi 400 de candidatures cette année, avec pour vision à terme de mettre en place un institut de formation continue en gouvernance de l'Internet. L'Afrique ne pourra pas occuper sa place dans le XXIe siècle et les siècles qui suivent s'il ne se dote pas des ressources humaines capables de transformer les opportunités et les innovations. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une économie prospère si on ne maîtrise pas le numérique. Et pour maîtriser le numérique, il faut des cadres bien formés, des cadres aguerris, des cadres qui veillent et qui sont capables d'innover et non plus de suivre le reste du monde. Les acteurs veulent faire de ce séminaire international une pépinière de compétences
dans la formulation des politiques en matière de développement de l'économie numérique et dans le domaine de l'expertise des innovations technologiques. Ce séminaire se tient aujourd'hui à un moment où le registre africain traverse une crise en ce qui concerne la gestion de ses ressources critiques. Donc il est important de comprendre comment tout cela fonctionne afin de sauvegarder ces ressources critiques et de mieux utiliser ces ressources critiques. Sinon, c'est le fonctionnement de l'Internet en Afrique qui est en danger. Les experts intervenant dans cette session viennent de 8 pays d'Afrique, 4 d'Europe et du Japon. Les 100 stagiaires formateurs qui sortiront de cette session de 5 jours seront chargés de former d'autres compétences dans leurs pays respectifs. De son côté, le Bureau international du travail travaille à aider les pays à mettre en œuvre des politiques et programmes d'emploi et de formation efficaces. Une rencontre se tient d'ailleurs à Ouagadougou depuis ce matin pour faire l'état des lieux, des politiques et programmes afin de disposer des données sur le marché du travail et recueillir les attentes des différentes parties. Il s'agit d'un atelier national consultatif. Estelle Judith Sogba. C'est une rencontre consultative qui réunit toutes les parties prenantes. Une rencontre dont l'objectif est de faire l'état des lieux en matière de politique, programmes et projets d'emploi et de formation. Vous savez que de tout temps, nous avons donc élaboré et mis en œuvre donc des politiques, des stratégies, toujours en matière d'emploi et de formation. Et quand vous regardez sur le terrain, la capitalisation est souvent difficile, dû au fait que beaucoup d'acteurs et de façon diversifiée agissent sur la création d'emplois, agissent sur la formation professionnelle, mais il n'y a pas, à véritablement parler, une synergie d'action et une captation beaucoup plus centralisée de tout ce qui est fait. Pour rectifier le tir, le Bureau international du travail et l'Agence française de développement envisagent mettre en œuvre un projet d'accompagnement et de renforcement des capacités des pays. Ce projet, une fois opérationnel, devrait améliorer la définition, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de politiques, emploi et formation des jeunes. C'est 15 mois pour concevoir et surtout pour co-construire en fonction des besoins, en fonction des priorités, en fonction du contexte. Donc les outils de positionnement et les outils qui vont nous aider à mieux identifier les défis et identifier les bonnes pistes d'amélioration. Cette rencontre sera suivie par d'autres cadres de concertation et l'objectif au finish est d'avoir un bon diagnostic, une bonne identification des priorités et un bon plan pour permettre au Burkina Faso de relever le défi de l'emploi des jeunes. Et puis la Haute Cour, autorité de santé en France, recommande une dose de rappel à toutes les personnes de plus de 65 ans et plus. Et pour sa part, la Grèce annonce de nouvelles mesures restrictives dans les lieux de divertissement et de travail. Regardez. Le gouvernement hongrois exhorte sa population à se faire vacciner une 3e fois pour contrer une probable 4e vague de Covid-19. Au début du mois, malgré les premiers avis de l'OMS, la Hongrie était devenue le premier État membre de l'Union européenne à autoriser ses habitants à s'inscrire pour recevoir une 3e dose. Plus de 187 000 personnes l'ont donc déjà reçue. La France est elle aussi en train d'établir sa liste de personnes à vacciner pour la 3e fois. 13 millions seraient invités à le faire. Dès septembre, 5 millions de personnes vulnérables seront concernées. Alors que la liste des pays qui plaident pour une 3e dose de vaccin s'allonge, l'OMS appelle à un moratoire de 2 mois sur l'administration de ces rappels. Il est préférable de partager les doses existantes avec d'autres pays afin que ces derniers puissent augmenter leur 1re ou 2e couverture vaccinale. Et ensuite, nous pourrons organiser les rappels. Nous demandons donc un moratoire de 2 mois. En Serbie, les contaminations et les hospitalisations sont en hausse. Les spécialistes médicaux affirment que les vacances d'été et les fêtes font grimper les chiffres, alors que l'hésitation quant à la vaccination est bien réelle dans le pays.
Sur les vaccins, justement, aux États-Unis, le Pfizer-BioNTech vient d'être totalement homologué après avoir terminé sa dernière phase de test. Une décision qui pourrait permettre d'aider à convaincre certains hésitants, mais aussi pousser davantage d'institutions à imposer la vaccination. Dans la foulée de cette annonce, le Pentagone a ainsi fait savoir que tous les membres des forces armées américaines devraient à l'avenir être vaccinés contre le Covid. Le calendrier exact de cette mesure, qui concerne 1,4 million de soldats en activité, devrait être détaillé dans les prochains jours. Et pour refermer cette édition, je le disais en titre, l'ancien président tchadien Hissène Habré est mort ce mardi au Sénégal où il était en détention. Il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crime contre l'humanité. Finalement, Habré a été remis entre les mains de son seigneur, a déclaré mardi donc Malik Sall, ministre sénégalais de la Justice. Regardez. L'ancien président du Tchad, Hissène Habré, est mort ce mardi à l'âge de 79 ans. L'ex-dirigeant est décédé probablement du Covid-19 au Sénégal, où il avait été condamné à de la prison à vie en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Après une détérioration de son état de santé en prison, Hissène Habré a été emmené d'urgence dans une clinique privée de Dakar il y a environ une semaine, avant d'être transféré dans le principal hôpital de la capitale sénégalaise. Au pouvoir au Tchad de 1982 à 90, Habré était un allié de la France qui le protégeait. Renversé en 1990 par un coup d'État, il avait trouvé refuge au Sénégal, où sous la pression internationale, il avait été arrêté en 2013. Hissène Habré avait ensuite été inculpé en 2016 par un tribunal spécial de l'Union africaine dans le premier procès d'un dirigeant africain jugé en Afrique pour des violations massives des droits humains. Il avait été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne avait chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré. Il restera dans l'histoire comme l'un des dictateurs les plus impitoyables au monde. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.